Notre projet n'a pas commencé par une quête de secret, mais par une simple erreur de calcul. On bossait pour une boîte privée de prospection géologique appelée Géodev, et notre job était de trouver des gisements de cuivre prometteurs dans les canyons de l'Arizona. Le 25 mai 2020, le service sismologique nous a envoyé des cartes mises à jour, sur l'une desquelles figurait une anomalie bizarre, un grand vide à environ 150 mètres de profondeur, là où, d'après toutes les données, il aurait dû y avoir une couche continue de grès. Notre chef, le docteur Harry Thorne, a mis ça sur le compte d'un problème technique. C'était un gars super pragmatique qui ne supportait pas les imprécisions. On a refait un scan avec le géoradar, puis un autre. Le résultat était le même. Sous terre, dans l'épaisseur de la roche monolithique, il y avait une cavité de la taille d'un petit hangar. La société s'en fichait. Elle voulait du minerai, pas des grottes. Mais Harris s'est accroché à ce mystère. Il a obtenu de la direction l'autorisation d'organiser une petite mission d'exploration, prétextant la nécessité de calibrer le matériel sur place. C'était une formalité. Tout le monde savait qu'il était motivé par une pure curiosité scientifique. Notre équipe était composée de 4 personnes. Harris était le cerveau de l'opération. Maya était notre géologue et spécialiste de la survie en milieu sauvage, une femme discrète et incroyablement résistante. Jack, ancien ingénieur militaire, était dit notre spécialiste de l'infiltration et de la sécurité, un homme qui agit d'abord et pose les questions ensuite. Et moi, Léo, j'étais technicien système. Mon boulot, c'est de m'assurer que tout notre matos, des radios aux caméras thermiques, marche bien. On a installé notre camp dans une vallée brûlée par le soleil, entourée de rochers couleur rouille. La chaleur était insupportable. Pendant la journée, l'air était brûlant, et la nuit, des serpents sortaient charte des crevasses. On a trouvé l'entrée du réseau de grottes le plus proche de l'anomalie, une fissure étroite et à peine visible dans la roche. On a passé les premiers jours à élargir le passage et à le consolider. À l'intérieur, ça sentait la poussière humide et l'ozone. Les passages étaient étroits, on devait se faufiler de côté, risquant à tout moment de rester coincé. Maya marchait devant, tapotant les murs et vérifiant la solidité des voûtes. Au 3e jour de notre descente, à environ 120 mètres de profondeur, nous nous sommes heurtés à un mur. D'après le géoradar, la cavité anormale se trouvait juste derrière, à moins de 10 mètres. Le mur était fait d'un autre matériau, pas de grès poreux, mais de quelque chose de dense, semblable à du basalte. C'était bizarre. Ce genre de roche n'était pas censé se trouver ici. « On va forer », a dit Jack d'un ton sec. Il a installé le support pour le foret et on s'est mis au boulot. Les forêts grinçaient, s'ébréchaient, surchauffaient. La roche était super dure à creuser. On a travaillé par équipe de 2, presque toute la nuit, sans pause. Harris prenait sans arrêt des échantillons de poussière, les examinait sous un microscope portable et secouait la tête en silence. La composition chimique ne correspondait à rien dans ses catalogues. Quand le foret a enfin atteint le vide, aucun courant d'air ni aucune odeur ne s'est échappé du trou. L'air restait immobile. Jack a élargi l'ouverture jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour qu'on puisse passer. Il a fixé le câble et s'est préparé à descendre le premier. Mais Harris l'a arrêté. « Le drone d'abord », a-t-il dit. J'avais préparé un petit quadricoptère de reconnaissance équipé d'une caméra et de capteurs. J'ai affiché l'image sur l'écran de ma tablette et j'ai dirigé le drone vers l'ouverture. Il a volé quelques secondes dans l'obscurité totale, puis ses projecteurs ont éclairé le sol plat. J'ai posé l'appareil. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Maya en regardant l'écran par-dessus mon épaule. « Le sol, complètement plat, » ai-je répondu. J'ai remonté le drone. Le faisceau lumineux a glissé le long du mur et s'est arrêté sur quelque chose qui nous a tous fait taire. Juste en face de notre brèche, à une vingtaine de mètres,
Il y avait une arche dans le mur, une arche parfaitement plane et symétrique, d'environ 3 mètres de haut. Elle était faite du même matériau noir et mat que le mur dans lequel nous avions percé. Sa géométrie était parfaite, comme si elle avait été découpée au laser et non créée par la nature. « Rapproche-le », dit Harris d'une voix tendue. J'ai dirigé le drone vers l'arche. La caméra montrait que derrière elle se trouvait le prolongement de la grotte. Rien d'inhabituel, mais quelque chose n'allait pas. La surface de l'arche ne reflétait pas la lumière du projecteur. Elle l'absorbait. Il y avait une couche de poussière autour, mais l'arche elle-même était parfaitement propre, comme si elle avait été nettoyée une seconde auparavant. « Allume la caméra thermique », a ordonné Harris. J'ai appuyé sur le bouton de la télécommande. L'image habituelle sur la tablette a été remplacée par une carte thermique. La grotte s'est teintée de tons bleus et vertes froids, mais à l'intérieur de l'arche, dans l'ouverture qui était vide quelques instants auparavant, l'écran montrait du mouvement. Plusieurs silhouettes chaudes, oranges et rouges. Elles bougeaient de façon fluide et chaotique, comme des gens dans une foule. Leurs contours étaient flous, mais c'étaient clairement des silhouettes verticales, de taille humaine. « Qu'est-ce que c'est » murmura Maya. « Je ne sais pas », répondis-je en changeant de mode. La caméra normale ne montre rien. L'entrée y est vide. On regardait l'écran, incapable de détourner les yeux. L'une des silhouettes sur la carte thermique s'approcha du bord de l'arche, s'arrêta et sembla regarder dans notre direction. Mais dans le spectre normal, il n'y avait toujours rien. Jack jura. Des interférences, un bug de la matrice dû à la roche, dit-il. Mais sa voix manquait d'assurance. Le drone. Fais-le entrer, dit Harris. J'ai lentement dirigé l'appareil vers l'avant. Il a franchi la ligne invisible de l'ouverture. Au même moment, l'image sur la tablette a disparu. Plus qu'un écran noir. Le signal était coupé. Pas d'interférence, pas de vrombissement des moteurs avant la mort. La communication avait simplement cessé. Perte de signal, ai-je constaté. « Il s'est écrasé ?» demanda Maya. « Non, je l'aurais entendu, et la télémétrie aurait affiché quelque chose avant de se couper. Il a juste disparu. » On resta silencieux pendant quelques minutes. Seul le ronronnement de notre générateur rompait le silence. « J'y vais », dit Jack. Il était déjà en train de vérifier les fixations de son équipement. « Jack, non », dit Harris en posant sa main sur son épaule. « On ne sait pas ce que c'est. »« C'est pour ça qu'on est là, Doc », répondit Jack avec un sourire. « Pour le découvrir. Je reste en contact. La caméra de mon casque est en transmission continue. Si quelque chose ne va pas, je reviens tout de suite. » Inutile de discuter avec lui. Il faisait partie de ces gens pour qui l'inconnu est un défi, pas un avertissement. Maya vérifia son harnais, moi la caméra et le micro de son casque. L'image était si nette, le son clair. On voyait la même chose que lui sur la tablette. Jack descendit par l'ouverture dans le mur et se retrouva dans la grande salle. Il se dirigea lentement vers l'arche. On suivait ses mouvements sur l'écran. Pas à pas, il s'approchait de l'ouverture sombre. « Je vois l'arche », dit-il d'une voix calme dans mon oreillette. Rien d'inhabituel, juste un passage, aucune odeur, aucun mouvement d'air non plus. Il s'approcha de l'entrée, il tendit la main gantée. Je vérifie le champ, je ne sens rien, ni statique ni température. Il fit un dernier pas et entra. Au moment où ses bottes franchirent la ligne de l'arche, il se tut. L'image de sa caméra ne devint pas noire comme celle du drone. Elle se figea simplement. La dernière image, une vue de la paroi opposée de la grotte depuis l'intérieur de l'ouverture, resta figée sur notre écran. Le son dans les écouteurs disparut. Pas un cri, pas un souffle, pas un bruit de chute, juste le silence. Jack a appelé Harris. Jack, réponds. Silence. Jack, a crié Maya, la voix brisée. On l'a appelé pendant 5 minutes, de plus en plus fort. Nos voix résonnaient dans la salle,
mais aucun son ne sortait de l'arche. Le câble de sécurité attaché à sa ceinture pendait dans le vide, disparaissant dans l'obscurité de l'ouverture et s'arrêtant à sa limite. Il n'était ni tendu ni coupé. Il s'arrêtait tout simplement. J'ai commencé à trembler. J'ai attrapé la télécommande et j'ai rallumé la caméra thermique en la pointant vers l'arche. Les silhouettes en mouvement à l'intérieur étaient toujours là. Elles continuaient leur lente et errante progression. Mais maintenant, il y avait une autre silhouette parmi elles. Elle était plus grande que les autres et se tenait immobile, juste au centre de l'arche, là où Jack venait de disparaître. Ses contours étaient plus nets que ceux des autres. On est resté là pendant environ 1 heure. Harris essayait d'analyser l'image figée de la caméra de Jack, de l'agrandir, de trouver le moindre détail. Maya regardait en silence le câble qui disparaissait dans le néant. Je ne quittais pas des yeux la caméra thermique. La silhouette immobile ne bougeait pas. Elle se tenait simplement là, dans le spectre thermique, et nous regardait depuis l'ouverture noire et vide. La décision de battre en retraite fut prise sans un mot. On ne pouvait pas abandonner Jack, mais on ne pouvait rien faire non plus. C'était une défaite. On commença à rassembler le matériel indispensable. Harris prit le disque dur avec la dernière image de Jack. On travaillait en silence, dans le calme le plus total, en essayant de ne pas regarder vers l'arche. Alors qu'on remontait vers la brèche dans le mur, je me suis retourné pour jeter un dernier coup d'œil à l'écran de la caméra thermique. Mon cœur s'est arrêté de battre. La silhouette haute et immobile qui se tenait dans l'arche avait disparu. La carte thermique de l'ouverture ne montrait plus que des mouvements chaotiques de silhouettes floues. J'ai tourné la caméra vers nous. Il y avait 3 taches lumineuses sur l'écran. Harris, Maya et moi. Et derrière nous, à environ 5 mètres, une 4e tache bougeait. Elle répétait exactement nos mouvements, s'arrêtant quand on s'arrêtait et continuant quand on avançait. Elle nous suivait de près, dans une salle complètement vide et sombre. La montée était un vrai cauchemar, mais pas à cause de la fatigue physique. Chaque bruit, chaque caillou qui se détachait sous nos pieds nous faisait sursauter. Je n'ai rien dit à Harris et Maya de ce que j'avais vu sur l'écran de la caméra thermique. Une partie de moi voulait désespérément croire qu'il s'agissait d'une erreur, écho thermique, rayonnement résiduel, défaut de la matrice. Je passais en revue des dizaines d'explications techniques, mais aucune ne me semblait convaincante. Je marchais en dernier, allumant de temps en temps une petite caméra thermique portable. À chaque fois, le résultat était le même. À quelques mètres derrière nous, dans le tunnel vide, une 4e silhouette se déplaçait. Elle ne se rapprochait pas et ne s'éloignait pas. Elle était juste là, un compagnon silencieux, visible uniquement par la machine. Quand on a enfin émergé de la crevasse dans la roche, on a été ébloui par le soleil couchant. L'air brûlant de l'Arizona nous a frappé le visage et je n'avais jamais été aussi heureux de cette chaleur étouffante. La liberté, mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. On est arrivé à notre campement, 2 tentes et un camion avec notre équipement, et on s'est arrêté en silence. Le camp ressemblait à un îlot de civilisation étrange et absurde au milieu du chaos primitif des rochers. Et nous avions apporté quelque chose des profondeurs dans cet îlot. Nous avons passé les premières heures sans parler. Maya vérifiait machinalement les réserves d'eau et de provisions. Harris s'assit à une table pliante, les yeux rivés sur son ordinateur portable. Éteint, je commençais le diagnostic prévu des détecteurs de mouvements périphériques, juste pour m'occuper les mains. On évitait tous le sujet principal, repoussant le moment où il faudrait dire à voix haute ce qui s'était passé. On avait perdu un homme, et on ne savait pas comment. Harris rompit le silence. Sa voix était rauque, dépourvue de son assurance habituelle. On doit rédiger un rapport préliminaire. Maya se retourna. « Et qu'est-ce qu'on va écrire, Harris ?»
Que Jack est entré dans un passage vide et s'est évaporé? Un accident, répondit Harris en regardant la table. Un effondrement dans une partie inexplorée de la grotte. Il a été enseveli, on n'a pas pu atteindre le corps. Ils vont envoyer des sauveteurs, objecta Maya. Ils vont envoyer une commission. Ils ne trouveront ni effondrement ni corps. Ils trouveront une salle parfaitement lisse et cette arche. Alors, on doit la faire sauter. Bouchez le passage, dit Harris en levant les yeux vers elle. Il y avait du désespoir dans son regard. On ne peut pas, dis-je. On n'a pas assez d'explosifs, et même si on en avait, on ne sait pas ce que ça provoquerait. Et puis je leur ai parlé de la 4e silhouette thermique. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. J'ai sorti ma tablette, sur laquelle j'avais enregistré les images de ma caméra thermique portable, et je leur ai montré. D'abord un court extrait où 3 silhouettes quittent la salle, suivi d'une 4e. Puis, j'ai allumé la caméra en temps réel et l'ai pointée vers l'espace vide, à 10 mètres de notre table. Là, à la limite de la lumière des lampes du camp, se tenait une silhouette immobile et chaude. Visuellement, il n'y avait rien d'autre que des buissons de créosote et de la poussière rouge. Maya s'est éloignée de la tablette, la main sur la bouche. Harris a regardé l'écran pendant un long moment, le visage gris cendré. Lui, un scientifique qui ne croyait qu'aux données empiriques, était confronté à des données qui remettaient en question la réalité elle-même. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré. « C'est une sorte de résonance, un effet quantique qu'on ne comprend pas. Ça ne peut pas être ici. » « Mais c'est ici, Harris, » dit Maya à voix basse. « Ça nous a suivis. Cette nuit-là, personne ne dormit. On était assis autour du feu, même si la chaleur ne baissait pas. Le générateur, qui avait bien fonctionné pendant plusieurs jours, a soudainement commencé à fonctionner par intermittence, et la lumière des lampes clignotait, faisant surgir des ombres saccadées dans l'obscurité. J'ai vérifié le carburant, l'huile, tous les contacts, tout était en parfait état. Mais il continuait à caler toutes les demi-heures, puis à redémarrer. Vers le matin, un des détecteurs de mouvement sur le périmètre nord s'est déclenché. Un bip aigu et désagréable nous a tous fait sursauter. Le détecteur était installé sur un poteau à 50 mètres du camp. On a dirigé les faisceaux de nos puissantes lampes vers lui. Rien. Pas un bruit, pas un serpent. Le vide. J'ai connecté notre caméra thermique haute résolution au système et l'ai pointé vers le capteur qui s'était déclenché. Sur l'écran du moniteur, juste à côté du poteau, se tenait cette silhouette. Ses contours étaient désormais beaucoup plus nets. C'était une silhouette haute et mince, sans membres apparents, simplement une forme verticale qui dégageait de la chaleur. Elle était complètement immobile. « Ça ne bouge pas », ai-je chuchoté. On a regardé l'écran pendant environ 1 heure. La silhouette ne bougeait pas. Elle était juste là, hors de notre champ de vision, mais dans l'objectif de l'appareil. Puis, Harris a fait quelque chose qui m'a semblé complètement fou. Il a pris une lampe torche et s'est dirigé droit vers le capteur. « Harris, arrête !» a crié Maya. Mais il ne l'écoutait pas. Il avançait lentement, avec assurance, comme s'il se rendait à une conférence. Maya et moi regardions l'écran. La silhouette thermique restait immobile, tandis qu'Harris s'approchait. Quand il ne restait plus que 10 mètres entre lui et le poteau, la silhouette s'est dissoute. Elle n'est pas partie, elle ne s'est pas enfuie. Elle a juste disparu de l'écran de la caméra thermique en une fraction de seconde. Harris est arrivé au poteau, a éclairé les côtés avec sa lampe torche, et est revenu. « Rien », a-t-il dit. « Aucune trace, rien. » Mais j'ai vu ses mains trembler. Son scepticisme scientifique s'effondrait sous nos yeux. On a compris qu'on ne pouvait pas rester là. Cette créature, ce phénomène, ou quoi que ce soit d'autre, n'était pas lié à la grotte. Il était lié à nous. L'idée de tout raconter à Jodev s'est envolée d'elle-même. On nous aurait envoyés dans un hôpital psychiatrique
et une nouvelle équipe aurait été envoyée dans les canyons pour subir le même sort que nous. La décision était prise. On pliait bagages. On ne prenait que le strict nécessaire. Les notes, les disques, nos affaires personnelles et les échantillons de roches qu'Harris espérait encore étudier. On a laissé tout le reste, les tentes, le générateur, le matériel de forage, la version officielle pour le rapport restait la même. Jack était mort dans un éboulement. On avait interrompu la mission à cause d'un incident extraordinaire et d'un choc psychologique. Un mensonge, faible et peu convaincant. Mais c'était tout ce qu'on avait. On bossait vite et bien. Le soleil commençait déjà à taper. On devait partir avant midi. J'étais chargé de charger les conteneurs avec le matériel dans le camion. Maya vérifiait les réserves d'eau et de provisions. 1 heure plus tôt, elle avait personnellement vérifié et verrouillé le compartiment grillagé à l'arrière du camion, où étaient stockés 12 grands bidons de 20 litres d'eau potable. C'était notre réserve stratégique. Après avoir fini de charger la dernière caisse, je me suis approché d'elle. Elle se tenait près de la grille, l'air sombre, regardant à l'intérieur. « Quelque chose ne va pas ?» lui ai-je demandé. Elle alla lever les yeux vers moi. Ses yeux reflétaient une inquiétude glaciale. « Le cadenas est en place. Je ne l'ai pas ouvert. Tu as pris l'eau ?»« Non, » répondis-je. « Harris ?» Le docteur Thorne, entendant son nom, s'approcha de nous. Il secoua également la tête. « Je viens de recompter les bidons, » dit lentement Maya en montrant le compartiment. « Il y en a 11. » Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Effectivement, là où aurait dû se trouver une rangée compacte de 6 bidons, il n'y avait plus qu'un vide à la place de l'un d'entre eux. 12 bidons étaient alignés en 2 rangées. De 6, il y avait désormais un espace vide dans la rangée arrière. La grille était intacte. L'énorme cadenas en acier était toujours à sa place, intact. Le bidon de 20 litres d'eau, lourd et encombrant, avait tout simplement disparu du compartiment verrouillé. Sans trace d'effraction, sans bruit. Il avait tout simplement cessé d'exister dans notre camion. Le trajet jusqu'à la ville la plus proche, Red Rock, fut un calvaire silencieux. Le camion filait sur la route déserte, fendant l'air brûlant. Harris conduisait, agrippé au volant, les jointures des mains blanchies. Maya était assise à côté, regardant par la fenêtre les cactus saguaro qui défilaient, mais je savais qu'elle ne les voyait pas. J'étais assis à l'arrière, serrant entre mes genoux, la mallette contenant l'équipement. Toutes les 10 minutes environ, je sortais le thermoviseur portable et le dirigeais vers la vitre latérale. À chaque fois, le spectacle était le même. À droite de la route, à une centaine de mètres, une anomalie thermique filait à toute allure dans le désert. Elle avançait à notre vitesse, environ 100 km/h, franchissant facilement les ravins et les broussailles. Aucun être vivant ne pouvait se déplacer ainsi. Cela confirmait ma pire hypothèse. Il n'était pas resté dans le canyon. Il était attaché à nous. Red Rock s'est avéré être une petite ville typique. Une rue principale, une station-service, un snack-bar et un motel appelé Roadstar. L'enseigne était vieille, plusieurs tubes néons étaient grandes grillés. Pour nous, c'était parfait. L'anonymat, on a pris 2 chambres communicantes au rez-de-chaussée. Harris a payé en cash. L'odeur de chlore et de désodorisant bon marché dans la chambre m'a semblé être le summum de la civilisation après la poussière de la caverne. On n'a emporté que le strict nécessaire. Les valises avec les disques durs et les ordinateurs portables, les sacs à dos avec les documents et les vêtements de rechange. On a d'abord essayé de donner l'impression d'une vie normale. Maya est allée prendre une douche. Harris a tout de suite installé son matériel sur la table et branché son ordinateur portable. J'ai commencé à sauvegarder nos données sur un serveur sécurisé. On devait garder tout ce qu'on avait, les enregistrements des caméras, les relevés des capteurs, la dernière image de la caméra de Jack. Tout ce qui pouvait prouver qu'on n'était pas devenu fou. Mais la normalité n'était qu'une illusion. Maya
est sortie de la salle de bain 5 minutes plus tard, pâle, enveloppée dans une serviette. « L'eau », a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Regardez l'eau. » Harris et moi sommes entrés dans la salle de bain. L'eau qui coulait du robinet était parfaitement claire. Aucune odeur. « Elle était noire », a insisté Maya. « Épaisse, comme du pétrole. Et ça sentait comme là-bas, en bas. L'ozone et la terre humide. » Harris a ouvert et fermé le robinet plusieurs fois. L'eau restait claire. Il a regardé Maya avec compassion, mais son regard trahissait aussi autre chose, du stress, des hallucinations. Il commençait à douter de nous, d'elle, peut-être même de lui-même. Ma tentative de sauvegarder les données échoua également. La connexion Internet du motel était faible, mais stable. Je pouvais accéder à tous les sites web et télécharger mes emails. Mais dès que je lançais le téléchargement de l'archive contenant les fichiers de notre expédition, la vitesse tombait à 0. L'indicateur de téléchargement restait bloqué. Dès que j'annulais l'opération, la connexion se rétablissait. J'ai essayé 3 fois. Le résultat était le même. Quelque chose nous empêchait de partager l'info. On était isolés. Harris s'est enfermé dans sa chambre. Il ne réagissait pas à ce qu'on lui disait, complètement plongé dans son travail. Il a décidé d'ouvrir la dernière image de la caméra de Jack comme une boîte de conserve, à la recherche d'une réponse. Il a lancé des programmes de traitement d'images sur son puissant ordinateur portable, a appliqué des filtres, a modifié le contraste, passant des heures à étudier chaque pixel de la photo du mur du fond de la grotte. Maya et moi étions assis dans la pièce voisine, sans dire un mot. La télé de notre chambre s'allumait toute seule, toutes les demi-heures, toujours sur une chaîne vide, avec du bruit blanc. Vers le soir, Harris nous a appelés. Il avait l'air d'un gars qui avait regardé dans l'abîme et qui n'y avait pas trouvé un monstre, mais une formule mathématique. Il y avait des impressions sur la table. « Regardez !» a-t-il dit en montrant une image agrandie de la pierre. J'ai supprimé tout le bruit numérique et accentué le micro-relief. Ce n'est pas de l'érosion naturelle. Sur la texture grise et banale du grès, on distinguait un réseau à peine visible de lignes très fines. Elles se croisaient à angle droit, formant un motif complexe qui ressemblait à la fois à une carte de circuit imprimée et à un fragment de carte inconnue. Le dessin était peu profond, de l'ordre du millimètre, mais il était bien là. C'était la trace d'une technologie ou d'une intelligence que nous ne pouvions pas comprendre. « Et ce n'est pas tout », dit Harris, en affichant d'autres infos sur l'écran de son ordinateur portable. C'était une analyse des mouvements des silhouettes thermiques à l'intérieur de l'arche, enregistrées avant que Jack n'entre. Leurs trajectoires ne sont pas aléatoires. Je les ai passées dans un programme d'analyse de mouvements. Elles suivent des cycles complexes mais répétitifs. Ça ressemble aux figures de l'Issajou. Ce ne sont pas des êtres vivants tels que nous les comprenons. Ce sont des composants, des pièces d'un système quelconque. Nous n'avions pas réveillé un mal ancien. Nous étions tombés sur un mécanisme. Nous avions brisé son intégrité. Et maintenant, une partie de celui-ci, arrachée à son environnement habituel, nous suivait, essayant de quoi? D'interagir? Correctionner l'erreur? On était un virus dans un système d'exploitation étranger, et il essayait de nous mettre en quarantaine. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis approché de la fenêtre qui donnait sur le parking et l'autoroute. J'ai pris la caméra thermique. Elise était là, debout de l'autre côté de la route, sous la lumière tamisée d'un lampadaire. Toujours la même forme immobile, rayonnant de chaleur. Je l'ai regardée pendant quelques minutes, puis quelque chose de nouveau s'est produit. Pendant une fraction de seconde, l'air autour de la silhouette thermique s'est déformé, comme un mirage au-dessus d'un bitume brûlant. Le lampadaire derrière elle a légèrement flotté. Ses contours ont tremblé. C'était la première fois que l'anomalie se manifestait, non pas sur l'écran de l'appareil,
mais dans le monde réel, visible. C'était une distorsion à peine perceptible de l'espace. Le matin, on a pris la seule décision possible. On devait se séparer. Si cette créature était liée à nous en tant que groupe, peut-être que notre séparation la désorienterait, affaiblirait sa concentration. C'était une décision désespérée et irrationnelle, mais on n'avait pas d'autre idée. On rassembla nos maigres affaires. Harris divisa le peu d'argent qui nous restait en 3 parts égales. Maya ira vers le nord, en Utah. Moi, je pars vers l'ouest, en Californie. Léo, toi, tu pars vers l'est, en direction du Nouveau-Mexique. Pas d'appel, pas d'email. Dans un mois, le premier jour du mois, on essaiera de se contacter via un forum anonyme que j'ai créé. On laissera juste un message dans le sujet convenu. Si dans un mois, il n'y a pas de message, ça veut dire... Il ne termina pas sa phrase. On se tenait au milieu d'une chambre de motel bon marché, 3 personnes liées par un secret commun et la terreur, et on se préparait à devenir des fugitifs. Harris tendit la main vers la table de chevet pour prendre les clés du camion. Il les prit, les regarda dans sa paume et s'immobilisa. Puis, il nous tendit les clés en silence. Il y en avait 3 sur le trousseau. 2 normales, pour le motel et la mallette, et une pour le contact du camion. Cette clé, faite d'acier solide, était encore hier une clé de voiture ordinaire, avec une découpe complexe et des dents. Maintenant, elle y était complètement lisse. Toutes ses arêtes, toutes ses rainures, et ses rainures avaient disparu. Elle était devenue un morceau de métal lisse et poli, de forme ovale, ne conservant que sa silhouette générale. Elle ressemblait à un galet de rivière poli par l'eau pendant des milliers d'années. Mais ça s'était passé en une nuit, sur la table de chevet d'une chambre de motel. Il était devenu inutile. L'entité ne se contentait pas de prendre des objets. Elle avait appris à modifier leur structure fondamentale. Elle les effaçait. Le morceau de métal lisse et inutile dans la main d'Harris était un verdict. Notre seule chance de nous retirer, le camion rempli de matériel qui aurait pu servir de preuve, n'était plus qu'une grosse boîte en fer. On était coincé à Red Rock, sans moyen de transport et avec de moins en moins d'argent. La décision s'imposa d'elle-même. Tout abandonner. Le camion, les appareils, les échantillons, juste nos sacs à dos et les données sur des disques cryptés. Les adieux à la gare routière ont été super prosaïques. Pas de câlins ni de longs adieux. On était juste resté sous l'auvent pendant que le vent brûlant soulevait la poussière sur le bitume. On a acheté des billets pour différentes destinations à l'autre bout du pays, en utilisant de faux noms qu'on avait préparés au cas où. Harris m'a serré la main, sa paume était froide et moite. Maya a juste hoché la tête, le regard figé, désespéré. Puis, ils sont partis vers leur quai. Je suis resté seul. Mon bus allait vers l'est, en direction du Nouveau-Mexique. J'étais assis près de la fenêtre, regardant l'Arizona et ses rochers rouges laissaient place à un paysage plus plat et aride. Je continuais à avoir l'impression d'être observé. Ce sentiment était devenu plus personnel, plus intense. Il n'y avait plus personne avec qui partager cette paranoïa. J'ai sorti mon thermoviseur. La batterie était à plat. Je l'ai remplacée par une nouvelle, encore dans son emballage. Même résultat, l'appareil ne s'allumait pas. J'ai compris que mes yeux techniques étaient aveuglés. Ils ne me permettaient plus de le voir. Les manifestations avaient changé. Elles étaient devenues plus subtiles, s'intégrant dans le tissu même de la réalité. À un arrêt, je suis entré dans un snack-bar au bord de la route. Une pile de journaux frais était posée sur le comptoir. J'en ai pris un. Le titre à la une disait « Le sénateur Johnson remporte les primaires ». La date du journal était celle du lendemain. J'ai cligné des yeux, j'ai regardé à nouveau. Maintenant, le titre était différent et la date était celle d'aujourd'hui. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, d'un jeu de lumière, mais ces anomalies se multipliaient.
L'horloge numérique de la station a clignoté brièvement, indiquant 34,91. Le visage de la caissière qui m'avait vendu le billet s'est comme brouillé pendant une fraction de seconde, comme sur une mauvaise image vidéo. C'étaient des signes de folie impossibles à prouver ou à enregistrer. Je suis descendu du bus dans la première petite ville venue, appelée Esperanza. Le nom signifiait « espoir ». L'ironie était évidente. J'ai loué une chambre au-dessus d'un bar et j'ai essayé d'élaborer un plan. Fuir n'avait aucun sens. Ce n'était pas un poursuivant physique, c'était une erreur du système, et j'en étais le vecteur. En suivant la logique d'Harris, je ne devais pas fuir, mais comprendre les règles du jeu. J'ai passé mes journées à la bibliothèque publique locale. C'était un endroit calme et frais qui sentait le vieux papier. J'ai utilisé leurs ordinateurs pour me plonger dans mes recherches. Je ne cherchais pas dans le folklore ou l'ufologie, mais dans la science. Physique quantique, théorie de l'information, hypothèse de simulation, travaux sur les systèmes auto-organisés. Je lisais tout ce qui pouvait donner un indice sur ce à quoi nous étions confrontés. Je trouvais des théories qui semblaient folles à première vue, selon lesquelles l'univers serait un ordinateur géant et les lois physiques son code. J'ai lu des trucs sur le principe holographique, l'idée que notre réalité en 3 dimensions pourrait n'être qu'une projection d'informations stockée sur une surface bidimensionnelle lointaine. Ça ne donnait pas de réponse, mais ça donnait un langage. On n'était pas maudit, on était exposé à une architecture informationnelle incompatible. Cette entité semblait aussi essayer de faire quelque chose. Elle se manifestait à travers des motifs. Un jour, assis dans un parc, j'ai remarqué que les pigeons sur la place s'étaient alignés pour former une spirale de Fibonacci parfaite sur le bitume. Ils sont restés comme ça pendant quelques secondes, puis se sont envolés. Le motif des fissures sur le mur d'un vieux bâtiment en face de ma fenêtre m'est apparu douloureusement familier. Il reproduisait un fragment du microcircuit qu'Harris avait trouvé sur le mur de la grotte. Il utilisait le monde qui l'entourait comme une toile pour essayer de se reproduire, de reproduire sa logique, son code dans notre réalité. 3 semaines ont passé. L'isolement et la tension constante étaient insupportables. J'ai décidé de prendre le risque et de vérifier le forum qu'Harris avait créé. C'était notre seul point de contact. J'ai trouvé un petit cybercafé à la périphérie de la ville, j'ai payé en cash et, en utilisant plusieurs serveurs proxy, j'ai accédé au site. Dans le fil de discussion créé pour les communications d'urgence, il y avait un message. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais le nom d'utilisateur m'était inconnu. Navigateur. Et le message n'était pas d'Harris ni de Maya. C'était une ligne de caractères apparemment sans signification. J'ai reconnu ce code. C'était le titre d'un des fichiers endommagés sur notre serveur. Le fichier contenant les données télémétriques de la combinaison de Jack au moment de sa disparition, une info que seuls nous 3 avions, mais qui était navigateur. Peut-être était-ce le pseudo d'Harris. J'ai regardé la date et l'heure du message, et tout en moi s'est glacé. Le message avait été publié le 28 avril 2020, 1 mois avant que nous descendions dans cette grotte. Mes mains se mirent à trembler. C'était impossible. Je me mis fébrilement à chercher des infos sur l'utilisateur navigateur. Son profil était vide. Pas d'avatar, pas de signature. À part un champ, localisation. Il y était écrit Red Rock, Arizona. La ville qu'on venait de fuir. La panique fit place à une terreur glaciale. J'ouvris le moteur de recherche. Je ne savais pas quoi chercher. Je tapais le nom d'utilisateur, navigateur, et le nom d'Harris. Rien. Puis, celui de Maya. Toujours rien. Mes doigts tapèrent d'eux-mêmes la dernière combinaison, la plus absurde. Navigateur et Jack. Le moteur de recherche a donné un seul résultat. C'était les archives du journal local, Vestnik Red Rock.
L'article était daté du 12 octobre 2017, il y a 4 ans. C'était une brève note sur un touriste disparu. Un homme était parti seul explorer des réseaux de grottes non cartographiés dans les canyons au nord de la ville. Sa voiture avait été retrouvée sur un parking. Les recherches n'avaient rien donné. L'homme avait été porté disparu, puis déclaré mort. Il s'appelait Jack Walker, notre Jack. J'ai regardé sa photo dans l'article de journal, la même que celle qui figurait dans son dossier personnel chez Geodev. L'homme avec qui j'avais travaillé pendant 6 mois, avec qui j'étais descendu dans les grottes et que j'avais vu disparaître, était, selon ce document, considéré comme mort depuis 4 ans déjà. Il avait disparu au même endroit bien avant que notre mission ne commence. L'entité ne l'avait pas simplement emporté. Elle l'avait intégré à nos vies, à nos souvenirs, comme un élément à part entière qui devait retourner dans le système. Elle ne se contentait pas de nous suivre. Elle modifiait notre passé pour assurer son avenir. La découverte faite dans le silence d'un cybercafé m'a brisé. Pas par l'horreur, mais par une compréhension définitive. La réalité que je connaissais n'était pas un rocher, mais une fine couche de glace recouvrant une eau sombre et insondable. Et la glace s'est fissurée. Mes souvenirs de Jack, de notre travail ensemble, de ses blagues, qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était du code informatique implanté dans mon cerveau? Avais-je vraiment été embauché chez Geodev de mon plein gré? Ou mon CV faisait-il aussi partie de ce grand scénario monstrueux? Je suis sorti dans la rue. Le monde avait changé. Il avait perdu son intégrité. Le coin du bâtiment en face est devenu flou pendant un instant, comme un modèle 3D mal dessiné. Le bruit d'une voiture qui passait s'est interrompu en plein milieu, remplacé pendant 1 seconde par un grondement grave, puis est revenu comme si de rien n'était. J'ai vu le visage d'une femme qui marchait vers moi devenir complètement lisse pendant une fraction de seconde, sans yeux, sans nez, sans bouche, puis retrouver ses traits. Le système avait un bug, ou alors il était en train de se calibrer et j'étais un obstacle qui causait des artefacts dans son fonctionnement. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis assis sur le lit. La fuite, la séparation, tout ça n'était que des tentatives naïves de réparer un ordinateur en lui donnant des coups de poing. On n'était pas les victimes d'un monstre. On était des variables dans une équation qui tendait vers 0. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à rallumer mon ordinateur portable et à retourner sur ce forum. Ce n'était pas de la curiosité, plutôt le besoin de finir de lire le rapport sur la panne. Dans le même fil de discussion, il y avait 2 nouveaux messages. Tous 2 provenaient de l'utilisateur navigateur. Ils avaient été publiés quelques minutes auparavant. Je regardais ces lignes et, pour la première fois depuis tout ce temps, je ne ressentais aucune peur, seulement une compréhension froide et distante. Ce n'était ni une menace ni une malédiction. C'était un journal système, un protocole d'exécution des opérations. Harris et Maya n'avaient pas été tués. Leur processus avait été terminé. Ils avaient été supprimés du système aussi proprement et efficacement que l'on efface les dents d'une clé de camion. Leur existence, leur passé, leur influence sur le monde, tout avait été effacé. Je me suis retrouvé seul. La dernière erreur à corriger. J'ai levé les yeux vers le plafond. Le motif de fissure qui me faisait penser à un schéma dans une grotte avait changé. Il était devenu plus complexe, plus détaillé. Les lignes se rejoignaient et se séparaient, formant une nouvelle chaîne logique qui m'était inconnue. Et j'ai compris ce que je devais faire. Je n'avais ni doute ni volonté. Il n'y avait que la fonction. J'ai trouvé sur la table un ticket de caisse d'un snack bar et un stylo. Je l'ai retourné, côté vierge vers le haut. Et j'ai commencé à dessiner. Ma main bougeait toute seule, avec une fermeté et une précision surnaturelle. Je ne copiais pas le motif du plafond. Je le reproduisais de l'intérieur, de ma tête. Les lignes se posaient sur le papier de manière parfaitement régulière. Les angles étaient impeccables.
Je documentais la défaillance dont je faisais partie. Je suis devenu le registre de ma propre disparition. Le gérant du motel Esperanza est entré dans la chambre 207 mardi après-midi. Le loyer avait été payé pour 3 jours, mais d'autres clients se plaignaient d'un bruit étrange et sourd provenant de derrière la porte. La chambre était vide. Le lit était bien fait. Le seul sac à dos du client avait disparu. La chambre était super propre, à part un truc laissé sur la table. C'était un ticket de caisse d'un snack bar. Au dos, il y avait un diagramme super compliqué, dessiné au stylo à billes. Le dessin était fait avec une précision mécanique, pas humaine. Ça ressemblait au schéma d'un appareil électronique, mais sa logique ne correspondait à aucun principe connu. C'était une carte sans territoire, un schéma sans fonction. Tout en bas, sous le diagramme, le même écriture précise et mécanique avait tracé un mot, une ligne de code, qui finissait le protocole.